d'une part parce qu'il m'a invité et d'autre part parce que je partage ton inquiétude et ton diagnostic concernant la situation des sciences de l'homme. Ça va, ça c'est bien, c'est ça. Donc, je suis d'accord avec le diagnostic et je dirais double menace. À la fois les politiques libérales des États à l'égard des sciences en général en Europe, et parmi elles, les sciences humaines et les sciences de l'homme sont les premières concernées par les restrictions budgétaires. Mais tu l'as dit, et beaucoup ont dit, l'autre menace, c'est l'instrumentalisation au nom de la demande sociale. La question à ce moment-là est de savoir si la faiblesse, la difficulté de réagir, de s'organiser face à cette double menace, est-ce qu'elle est seulement externe ou interne aussi au savoir dans les sciences de l'homme. Donc, ma réflexion est une réflexion qui pousse un peu à, je pourrais dire, un peu l'interrogation sur nous-mêmes et pas seulement la dénonciation des autres, la combinaison des deux. Devant un public universitaire qui a l'esprit critique, il faut toujours dire qui parle et d'où l'on parle. Et donc, moi, vous ne me connaissez pas, donc Pierre Bevilacqua m'a demandé de venir, non pas comme professeur et chercheur d'histoire contemporaine, je suis chercheur d'histoire contemporaine, universitaire, mais aussi, surtout, comme responsable des maisons des sciences de l'homme en France, qui sont des structures interdisciplinaires. Il y a 22 maisons des sciences de l'homme, il y a une histoire des maisons des sciences de l'homme, et c'est à ce titre de cette expérience et de cette réflexion que je vais vous présenter mes remarques. Même si ma culture ou ma formation d'historien va transparaître de temps en temps parce que la discipline d'origine, le savoir spécialisé de formation ne disparaît pas dans l'interdisciplinarité, mais peut en quelque sorte s'accomplir ou se confronter. La question de l'interdisciplinarité en sciences de l'homme, de la société, dans cette question des savoirs humanistes, dont je redirai un mot sur la manière française de les aborder, c'est une question à la fois théorique, épistémologique évidemment, et en même temps une question pratique. Les deux sont inséparables, parce que les savoirs scientifiques sont structurés socialement dans des disciplines académiques. Et ces disciplines académiques obéissent à une sociologie, à une institutionnalisation. Et ce n'est pas simplement des idées, c'est aussi des pratiques sociales, des professions, c'est aussi une organisation économique. Mais en même temps, la question de l'interdisciplinarité est donc une question qui touche à la politique du savoir. Et on a beaucoup parlé de la politique comme question centrale dans l'organisation et la prise de position sociale. Je dirais aujourd'hui, pour moi, la place et l'organisation des savoirs scientifiques, notamment sur la société et sur l'homme, c'est une question fortement politique en elle-même et qui pose des problèmes évidemment stratégiques à tous ceux qui ont une vision de la critique sociale, de la transformation, de la transformation sociale. Il y a une dimension à la fois historique et géographique de la question. En effet, l'émergence de la problématique
mouvement fondamental de cette période qui est lié à des mouvements démocratiques de rassemblement des intellectuels et de l'engagement, d'une réflexion sur les nouvelles formes de l'engagement social des intellectuels. Mais ce mouvement s'engage et recule. Il y a des phénomènes de stop and go, si je puis dire, et il y a un autre phénomène, c'est à l'échelle mondiale. Le phénomène est très variable selon les pays, selon les communautés scientifiques et les cultures nationales. Et le modèle des disciplines, notamment, devient un modèle qui s'impose à travers ce que l'on pourrait appeler la mondialisation scientifique des grands congrès, colloques, des associations internationales dans les années 70-80. Et il y a un recul de l'interdisciplinarité, puis de nouveau, dans les années 90-2000, dans de nouveaux pays, parfois les plus engagés dans le libéralisme, parfois ce sont les chercheurs eux-mêmes qui s'emparent de la question. Donc, difficulté de parler d'une manière intemporelle et non géographique. Je vais vous parler de l'Europe et de la France, mais c'est un peu plus compliqué. La question est beaucoup plus vaste. Je présenterai mon propos en 3 parties. Une première partie sur justement l'émergence et la construction sociale et institutionnelle du système interdisciplinaire, notamment en France. Ensuite, la question épistémologique des facteurs et du débat sur les facteurs favorisants des différentes conceptions de l'interdisciplinarité par rapport soit à la complexité des savoirs et du monde, et soit par la demande sociale, la réponse en termes d'application et de transfert, risque de l'instrumentalisme. Et je parlerai enfin de quelques expériences, quelques programmes interdisciplinaires, et je ferai référence aux problèmes européens dans ce domaine des programmes européens de la recherche et la place ou pas de l'interdisciplinarité ou la pluridisciplinarité, ce qui n'est pas la logique. Le premier point, donc, c'est l'idée que l'interdisciplinarité est une question qui reste d'actualité mais qui n'est pas nouvelle. En France, l'interdisciplinarité a accompagné la construction des disciplines scientifiques en sciences humaines et sociales, l'ethnologie, l'anthropologie, l'histoire sociale, la psychologie sociale, psychologie clinique, se sont développées à une époque où, en même temps, il y a des tentatives qu'on pourrait appeler de synthèse. Au début du XXe siècle, il y a une revue de Henri Bergh qui s'appelle la Revue de Synthèse. Marc Bloch, en fondant les Annales, en 1929, avec Lucien Febvre, pose la question de l'articulation de l'histoire sociale, culturelle, de l'économie, de la sociologie et de la philosophie. Dans les années 1960, lorsque Fernand Braudel fonde la première maison des sciences de l'homme en 1966, c'est le moment où s'organise à l'université en France, et seulement à ce moment-là, et au CNRS, la sociologie, l'ethnologie, l'anthropologie comme discipline académique. Vous voyez, dans les universités, et Fernand Braudel crée à la fois l'école des hautes études en sciences sociales, pour aller vite, et la maison des sciences de l'homme, en dehors des universités, pour éviter le fractionnement des disciplines. Vous voyez que l'interdisciplinarité n'est pas née après les grandes disciplines en France des sciences humaines et sociales, mais c'est un mouvement critique
qui accompagnent la construction des disciplines. C'est important d'avoir présent cette question à l'esprit. On pourrait, si on travaillait sur l'histoire des sciences humaines et sociales en Allemagne, on trouve des phénomènes qui y sont proches aussi et qui commencent pareillement dans la période de la République de Weimar, ou même avant, tout à l'heure on parlait de Max Weber, on a une réflexion aussi sur les sciences sociales et politiques non disciplinaires très précoces. Je vais très vite pour évoquer l'évolution des structures scientifiques, simplement pour dire qu'en France, après 68, et je pense que ce n'est pas exactement le même mouvement en Italie, mais il faut vérifier, se sont constitués de façon forte les savoirs académiques, les disciplines dans les sciences humaines et les sciences sociales, avec un développement académique très, très fort de chaque sous-section, avec des séparations. Alors il y a eu la tentative à l'université de surmonter les anciennes facultés. Après 1968, en France, on a créé les unités de formation et de recherche, c'est-à-dire associant à la fois la recherche, les équipes scientifiques et les enseignements. Et donc, pour pour surmonter la séparation seulement par département pédagogique. Mais cette proposition, pendant les années 70-80, a été difficile à développer, et c'est dans les années 1980, avec les changements politiques de la recherche, qu'est créé un nouveau dispositif qui s'appelle, c'est un anthropologue qui joue un rôle important, c'est plus un historien, c'est Maurice Godelier, qui dirige au ministère une partie de l'activité scientifique, notamment dans le Centre national de la recherche scientifique. Il va créer ce qui en France est appelé depuis les sciences humaines et sociales, SHS, les sciences humaines et sociales rassemblées, et non plus divisées comme avant entre d'un côté les sciences sociales et de l'autre côté les humanités classiques. Et à partir de là, va être relancée la création de laboratoires mixtes et les nouvelles maisons des sciences de l'homme. Et à partir des années 1985, donc vous voyez quand même 25 ans, il y a la construction et l'édification de maisons des sciences de l'homme. Je ne vais pas entrer dans le processus. Aujourd'hui, il y a 22 maisons des sciences de l'homme qui sont inscrites dans les universités, en général, comme des structures fédératives et coopératives qui associent des équipes des différentes facultés, ou départements, ou laboratoires, avec des formes d'organisation très variables selon l'histoire des universités et des villes, mais avec quelques points communs. Deux types de différenciation. Il y a des maisons qui sont des maisons fédératives qui rassemblent des équipes existantes et qui donnent des moyens communs qui sont des plateformes techniques et des services communs pour les chercheurs. Et il y a des maisons des sciences de l'homme qui sont surtout des structures qui organisent, qui pilotent la recherche sur des projets. Et parfois, il y a la combinaison des deux. Et donc, chaque maison des sciences de l'homme a une coloration, une sorte de spécialisation. Parfois une, deux ou trois, ça peut être la ville, ça peut être la santé, ça peut être des questions thématiques de société ou les archives ou les mondes anciens, l'archéologie. Il y a donc à chaque fois une ou deux dominantes qui donnent une sorte de paysage scientifique national, une coloration à chaque maison des sciences de l'homme. Alors, la dernière remarque, c'est la question du réseau des maisons des sciences de l'homme. Moi, je suis le président du réseau. Et je peux vous dire, c'est en confidence, que
c'est un travail qui n'est pas que technique, mais qui est aussi, ici on peut le dire, j'ai remarqué, politique. Parce qu'un réseau, c'est toute la contradiction avec l'idéologie libérale de la concurrence inter-universitaire. Et donc, ces dernières années, la tendance dominante en France, vous êtes au courant qu'il y a eu des changements politiques analogues à ceux que vous avez connus, vous connaissez en Italie. Analogues, pas identiques, mais analogues. Et une idéologie dominante, c'est la mise en concurrence généralisée des universités, des laboratoires et des chercheurs. Et peut-être parmi les chercheurs, la concurrence entre la recherche et l'enseignement. Il faut choisir. Vous ne pouvez pas être et bon chercheur et bon enseignant. Ce n'est pas possible. J'exagère, mais cette mise en concurrence généralisée, le réseau des messages a malgré tout réussi à se maintenir un peu en opposition, en résistance, et je ne sais pas comment le caractériser. Vous avez une tradition théorique qui permet de formaliser la guerre de position. Hein? C'est une guerre de position. C'est un combat difficile, mais que nous arrivons à maintenir avec des appuis parmi les laboratoires, les universitaires. Et aujourd'hui, les présidents d'université ont compris qu'il était nécessaire d'avoir, en sciences humaines et sociales notamment, ce que l'on pourrait appeler une solidarité interuniversitaire. Mais c'est pas un travail, comment dirais-je, difficile. Et qui se concrétise sur l'idée de programme de recherche interuniversitaire entre les messages et des laboratoires des différentes maisons des sciences humaines. J'en ai fini avec la partie descriptive institutionnelle, pas très agréable, mais peut-être utile, informative. Maintenant, je vais aborder la partie un peu plus épistémologique de l'interdiscipline. Alors, sur ce que l'on pourrait appeler les facteurs qui favorisent ou qui freinent l'interdisciplinarité du point de vue des chercheurs et de la qualité de la recherche, je distinguerai deux grands problèmes. Quand on parle de l'interdisciplinarité, souvent, il y a une sorte de l'éloge de l'interdisciplinarité pour l'enseignement, les maquettes d'enseignement, la nouvelle logique de la formation des jeunes étudiants pour la professionnalisation, les recommandations de Bologne, de ce point de vue, sont une manière pour ma part, de discréditer l'interdisciplinarité. C'est une apologie de l'interdisciplinarité comme un savoir minimum de l'application et qui n'a pas les mêmes exigences que le savoir construit historiquement dans les disciplines. Et donc, je pense qu'il faut distinguer l'interdisciplinarité au niveau de la pédagogie élémentaire à l'université, les premières années. Là, l'interdisciplinarité au niveau des études avancées, c'est pas la même chose. Et d'autre part, l'interdisciplinarité dans l'organisation de la recherche. Alors, le premier facteur, l'interdisciplinarité dans la recherche, quand il y a 20 ans, 40 ans, soit Rodel, soit Edgar Morin, développe l'idée que l'interdisciplinarité permet d'aborder, en termes de connaissance, de savoir, des problèmes nouveaux ou des problèmes importants, c'est parce qu'ils mettent en avant, pour Morin en tout cas, l'idée de la complexité du social, de l'humain, la complexité du présent et du passé, et que le découpage disciplinaire doit être en quelque sorte, non pas ignoré, mais surmonté. D'où l'idée de
ignorant les disciplines, mais quand même croiser et travailler ensemble dans des équipes communes. Toujours, les enseignants, les chercheurs font de l'égo-histoire, ils parlent d'eux-mêmes. Moi, j'ai commencé comme jeune étudiant, chercheur, dans une équipe de ce type dans les années 60. Et je pense que c'était très, très original et très fructueux. Aujourd'hui, cela peut donner des équipes interdisciplinaires pour traiter des questions complexes comme celle de la ville, comme celle de la santé, comme celle du vieillissement, comme celle du travail. Comment cet appel de Pierrot Gadois nous donnait hier dans son propos liminaire sur mettre l'étude du travail au centre de l'intérêt de la recherche en sciences de l'homme, dans les savoirs humains, ça suppose une combinaison, une hybridation des savoirs historiques, sociaux, d'ergonomie. Alors on va de l'interdisciplinarité propre aux sciences sociales et avec les autres sciences, pas seulement les sciences sociales, aussi les sciences humaines. Cela dit, l'expérience et la psychologie des milieux universitaires montrent qu'il y a parfois la constitution de disciplines qui se veulent interdisciplinaires. Par exemple, à l'échelle européenne, on a vu se développer au pluriel les sciences dites de l'éducation ou les sciences de la communication, qui posent des tas de problèmes sur l'institutionnalisation de l'interdisciplinarité et qui est un vrai risque. Donc, il y a des modalités qui expriment le fait que l'interdisciplinarité, ça n'est pas la disparition des savoirs spécialisés fondamentaux. Et c'est pour ça que cette question est une question vraiment de très grande importance à la fois philosophique et politique, et qu'il doit y avoir des formes, comment dirais-je, périodiques de recomposition de l'interdisciplinarité en fonction de grands objets collectivement, de façon démocratique, scientifique, définis, délimités, et ce ne sont pas ces objets qui fondent la nouvelle épistémologie scientifique. C'est donc un problème assez compliqué, parce qu'on pourrait dire qu'il y a maintenant une science de la ville, il y a une science de la santé, et cette façon de reconstruire des disciplines seulement à partir d'objets empiriques est une manière de tuer l'interdisciplinarité. Parce que je vois le temps, moi c'est très dur, je vais terminer, excusez-moi. Je voulais simplement dire que tout ça a des conséquences pratiques du point de vue du travail scientifique. C'est notamment la question de l'évaluation ou pas du travail collectif. Est-ce que l'on a des critères, des indicateurs reconnus, légitimes sur les publications collectives, sur la construction des outils documentaires, des projets collectifs, ou si l'on n'a pas une évaluation et des indicateurs pour cela, les chercheurs ne rentreront pas dans l'interdisciplinarité. Et donc, ça suppose un engagement collectif et politique, de politique de la science, pour beaucoup de domaines. Dernière remarque, c'est la question qui a été abordée dans ce colloque à plusieurs reprises de l'instrumentalisation qui est souvent un argument pour l'interdisciplinarité. Et une certaine, par exemple, dans les programmes cadres européens, programmes recherche, développement, sur les questions économiques et sociales, on demande aux sciences sociales et aux sciences humaines d'apporter leur contribution de façon très, très générale, sans avoir une préoccupation fondamentale scientifique, mais sur ce qu'on appelle les impacts, sur les retombées, sur la violence, sur la vie en société, sur la sécurité, sur la santé. Il y a donc un
des risques dans l'instrumentalisation, c'est de transformer le chercheur des sciences humaines et sociales en expert. Il a un savoir et il doit en quelque sorte légitimer, approuver, éclairer la collectivité. Je pense que l'interdisciplinarité peut être une manière de résister ou de concevoir autrement l'expertise. C'est-à-dire non plus une expertise individuelle marchande, mais en quelque sorte une collaboration, une coopération entre des équipes scientifiques sur des problèmes collectifs communs et la puissance publique ou les acteurs sociaux. C'est-à-dire permettre un dialogue organisé entre les chercheurs en sciences de l'homme et de la société avec les professionnels ou la puissance publique locale, nationale ou européenne. C'est donc le deuxième chantier pour l'interdisciplinarité, une certaine pratique critique, mais aussi pluridisciplinaire ou interdisciplinaire de l'expertise. Autrement, l'expert est enfermé dans sa hyper-spécialisation et utilisé de façon uniquement technique comme légitimation des politiques publiques ou des politiques en général des acteurs sociaux. Terminé, je voudrais évoquer deux types de programmes qui permettent de créer ce que l'on pourrait appeler un certain, je le dis de façon, vous voyez, très calme, mais quand même un certain enthousiasme. Un enthousiasme dominé, celui des chercheurs et qui s'exprime dans le travail scientifique, critique, mais enthousiasme. C'est-à-dire trouver un sens collectif associé à l'intérêt personnel de la recherche, ce qui n'est pas toujours si facile dans les temps. Et je dirais que c'est important pour l'interdisciplinarité et la réflexion sur les savoirs humanistes d'avoir une attitude que j'appellerais réflexive partagée. C'est-à-dire, nous avons au niveau du réseau des maisons des sciences de l'homme en France quelques programmes qui sont des programmes ouverts, partagés pour ceux qui s'y intéressent dans toutes les structures, sur notamment les archives des sciences humaines et sociales. C'est-à-dire revenir à partir des pratiques actuelles, des pratiques des chercheurs actuels sur l'origine de nos pratiques, d'où viennent nos pratiques scientifiques, comment elles ont été construites et comment finalement elles sont très récentes. Elles ont un siècle. Pour des historiens, c'est très récent. Un siècle et demi. Bien sûr, il y a des savoirs fondamentaux, théoriques qui sont anciens, mais l'organisation des disciplines est récente. Et surtout, la manière de travailler ou de ne pas travailler bien, peu importe, la pratique. Et je pense que c'est un programme important de savoir d'où l'on vient pour montrer qu'il y a, selon les pays, selon les universités, selon les disciplines, le rôle de ce que vous avez appelé dans une belle tradition italienne, critique, la capacité d'initiative historique. Et donc, s'il y a des initiatives dans le domaine scientifique à prendre, d'organisation, de changement des structures, c'est bien d'avoir une connaissance de l'histoire des pratiques scientifiques. C'est pour ça que, en ce qui me concerne, c'est là où je retrouve ma culture d'historien, j'essaye que les sciences humaines et sociales gardent une mémoire collective. C'est-à-dire que les chercheurs ne soient pas les seuls qui ne gardent pas leurs archives. Qu'on conserve les archives. Quand un directeur de laboratoire part en retraite, on pense qu'il transmette les archives. Que le laboratoire garde ses archives dans des archives, des bibliothèques, etc. Exemple, donc, d'un programme qui est à la fois d'historicité de nos disciplines, pour mieux voir la modernisation possible, mais pas n'importe laquelle. Pas n'importe laquelle, c'est le sujet de ce colloque. Deuxième exemple, c'est sur cette question de ce que l'on pourrait appeler des échelles d'organisation de la vie sociale autour des territoires, autour de la question des territoires, que je sais que c'est une grande question qui préoccupe notamment notre
organisateur du colloque, je dirais que sur la question des recompositions territoriales et sociales, pour penser la ville, les transports, le logement, le rapport avec l'environnement, il faut mettre en place des outils documentaires, des communautés scientifiques particulières. Et je terminerai par deux remarques sur les outils et sur les communautés scientifiques. Sur les outils, je pense que les sciences humaines et sociales doivent réclamer ce que l'on pourrait appeler le partage des connaissances, c'est-à-dire la circulation des travaux scientifiques avec les outils numériques modernes que les autres scientifiques ont. Ce n'est pas nécessaire d'intérioriser la misère en disant nous avons besoin seulement d'un stylo et d'un papier. Non, je pense que non. Ça n'est pas le numérique qui donne la scientificité, mais comme outil, partager la connaissance pour travailler de façon coopérative, c'est utile. Et surtout, pour travailler avec ma deuxième remarque, c'est qu'il faut une communauté scientifique élargie. Si le travail des chercheurs en sciences de l'homme et de la société n'incorpore pas une partie de l'expérience collective, du travail, de la vie sociale, il manque quelque chose. Donc, une manière de travailler aussi qui soit plus ouverte, qui soit plus dialogante avec la société. C'est pour ça que je prête pour des structures coopératives qui s'appellent ici des instituts, ici des maisons des sciences de l'homme selon les pays,